Alors, pour cette première vidéo depuis un moment, j'aimerais vous parler de la spiritualité et du foot. Deux sujets qui peuvent paraître un peu opposés. J'entends personne dans la spiritualité parler du foot, alors que, vous le savez bien, hein, tous les domaines ont une dimension spirituelle et c'est pas parce que c'est du football et que voilà que le football aussi, il y a une question beaucoup d'argent aussi que ce n'est pas spirituel puisque tout est spirituel. Moi je suis un petit peu le foot, pas mal même parce que j'aime beaucoup ça. Euh, mais j'aime pas forcément tous les aspects du foot ou du moins tous les aspects tels qu'ils sont euh, à l'heure actuelle. Donc je vais vous parler voilà, de la différence entre le foot, on va dire bienveillant, le foot euh, spirituel, le foot d'amour et le foot de compétition, qui est à différencier. Et ensuite, je vais vous parler du football dans le futur, parce que je suis connecté au futur. J'écris des romans, ils ne sont pas encore publiés, où il y a des petites perspectives, enfin des grandes même perspectives de ce futur qui arrivera dans les 50 prochaines années, donc c'est pas encore quand même, voire dans un siècle. En tout cas, le siècle prochain, c'est sûr, ce sera là. Et donc, voilà, je vais vous parler de ça en deuxième partie de vidéo. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous parler un petit peu voilà, de football assez classique. Le football, si vous connaissez pas énormément ce sport, évidemment, le but c'est de transmettre le ballon à travers les 11 joueurs, enfin les 10 joueurs, parce que le gardien, on va dire qu'il ne compte pas trop. Euh, c'est surtout les 10 joueurs qui sont actifs, qui se transmettent la balle, avec différentes stratégies, en triangle, voilà. Avec des formes géométriques, si vous voulez, c'est-à-dire que le but c'est de faire circuler le ballon. Le ballon c'est comme une énergie, en fait. C'est comme un centre d'énergie, et ce centre d'énergie-là, le but c'est de l'amener à un point précis du terrain qui est les buts adverses en fait. Et pour déplacer ce ballon, vous devez établir des stratégies, vous devez placer vos joueurs d'une certaine manière en fonction de la stratégie de votre adversaire, et vous devez essayer de trouver le maximum d'espace possible pour faire glisser le ballon entre chaque joueur adverse sans que l'adversaire vous prenne ce ballon. Donc non seulement vous devez faire des combinaisons de passes successives, mais aussi vous devez empêcher que l'adversaire anticipe vos déplacements et vous prenne le ballon pour ensuite marquer s'il le peut. Voilà. C'est un peu comme le billard, hein, si vous connaissez un peu le billard. Il y a des formes géométriques dans la table de billard, dans les combinaisons pour pouvoir faire atterrir la boule dans le trou. En fait, il y a vraiment, voilà, si vous regardez le billard de compétition, il y a vraiment des choses à apprendre pour pouvoir amener la boule exactement là où vous la voulez, là où vous le voulez, avec des règles un peu mathématiques, géométriques. Dans le football, c'est un peu pareil, dans la plupart des sports, c'est pareil. Voilà, le terrain, il est carré. Forcément, il y a il y a des systèmes qui se mettent en place. Voilà, les joueurs se mettent en triangle, en un bloc, en certains blocs, certaines lignes, etc. Un peu comme au rugby, en fait. Euh, Là où c'est intéressant au niveau spirituel, c'est que alors moi je joue beaucoup à PES, je joue pas à FIFA mais je joue beaucoup à PES qui est un autre jeu de foot un peu moins connu. Et à chaque fois que j'expérimente et que je joue, j'adore jouer à ce jeu, je remarque beaucoup que la qualité dont je joue dépend déjà de mon ancrage, de ma concentration, c'est lié, et dépend beaucoup de comment je me sens. Voilà, si je joue, si je me sens un peu négatif, un peu énervé, irrité ou un peu désancré et que je joue, je vais beaucoup moins arriver à faire de bonnes transmissions, je vais faire beaucoup plus d'erreurs, et je vais beaucoup plus me précipiter, etc., etc. Alors que quand je suis ancré dans l'instant présent, que je suis posé, que je suis positif, que je me sens bien,
comme par hasard, je fais des enchaînements incroyables, je fais des actions incroyables, j'arrive à aller dans les petits espaces, voilà, j'arrive à avoir un sang-froid incroyable. Plein de choses que je ne réussis pas d'habitude, je les réussis hyper facilement et hyper simplement. Et à force d'avoir cette expérience-là, pas que dans le jeu de foot d'ailleurs, dans plein de jeux ça m'arrive, mais celui-là c'est un jeu auquel je joue beaucoup et longtemps depuis des années, donc je le remarque à force. Je remarque que le football, comme n'importe quoi d'ailleurs, c'est spirituel et c'est énergétique. Moi je supporte Manchester City, cette équipe de foot. Elle est très importante pour moi parce que quand j'ai vraiment, enfin je l'ai découverte un peu après son rachat par des milliardaires. C'est une des équipes les plus connues qui a été rachetée par des milliardaires, un peu comme le PSG. Mais pour moi, City est une équipe très différente mentalement et spirituellement du PSG. Je vous en parlerai juste après. Euh, Manchester City, quand je les ai découverts en 2012, vraiment, enfin quand je les ai vraiment commencé à suivre, donc ça fait quasiment 10 ans en fait. C'était une année exceptionnelle puisqu'ils ont gagné leur premier titre depuis 35 ans. Voilà, comme avant c'était une petite équipe avant le rachat et qu'après le rachat ça a commencé à devenir une grosse équipe. 3 ans seulement après le rachat, ce qui est très peu, ils ont gagné leur premier titre de champion à la dernière minute. À la dernière minute. C'est-à-dire que c'était le dernier match de la saison et ils ont gagné à la dernière minute alors qu'ils perdaient 2-1. Il fallait qu'ils gagnent le match 3-2. Ils perdaient 2-1. Il leur restait que 3 minutes à jouer. Et devant eux, il y avait le rival, le concurrent Manchester United, l'équipe beaucoup plus connue, qui aujourd'hui est en difficulté. À l'époque, et même dans les années avant, pendant très longtemps, c'était l'équipe bien supérieure, la célèbre équipe de Sir Alex Ferguson. Euh, Manchester United avait terminé son match, il l'avait gagné. City était en train de perdre, il lui restait que quelques minutes de jeu, on était dans les arrêts de jeu. City allait perdre et allait finir à la deuxième place. Mais sur un coup de génie, City a marqué 2 buts dans les temps additionnels du match. 2 buts en 3 minutes. Et ils ont inversé le score. Je vous le dis, j'ai des frissons quand j'en parle parce que c'était incroyable. Ils ont inversé le score. Ils sont passés de 2-1 à 3-2 pour eux. But à la dernière minute. Tous les spectateurs sont allés sur le stade, tellement c'était la folie. Le premier titre depuis 35 ans. 35 ans. Le football n'était même pas ce qu'il était en Angleterre il y a 35 ans, donc c'était incroyable en fait. Incroyable. Et moi, c'est la première année où j'ai commencé à suivre ce club. Et c'était incroyable parce que ça résonne beaucoup avec moi, c'est cette transformation en fait, c'est de passer du désespoir à la victoire en fait. Et c'est ce que j'ai souvent connu dans ma vie. Moi j'ai une numérologie, j'ai une date de naissance en 6 septembre 96, donc ça fait un peu 6-9-9-6. Le 6 c'est l'amour et le 9 c'est la transformation. Et j'ai souvent vécu des moments dans ma vie où je sombrais dans le désespoir et au dernier moment, il se passait un truc incroyable dans ma vie qui me faisait redonner un espoir incroyable. Et ça m'est arrivé énormément de fois, notamment en 2017, quand j'ai vécu mon éveil spirituel, quand j'ai rencontré ma première copine, mon premier amour pour la première fois, quand j'ai découvert ma passion, l'écriture des romans, et que j'ai commencé à écrire, et que j'ai commencé à trouver une histoire incroyable qui m'a énormément inspiré. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis dessus. Ce que je vous ai dit, je suis connecté au futur, j'ai découvert j'ai anticipé un petit peu comment sera le futur et je l'ai mis dans mes romans. C'est ça dont je vous parle. Voilà, tout s'est passé en 2017. C'était inattendu parce que j'étais dans une grosse phase de dépression. J'étais un peu au bout de ma vie et tout ça est arrivé à ce moment-là. Donc c'était assez incroyable comme retournement de situation. Et ça m'arrive souvent, très souvent dans ma vie. Voilà, quand je suis arrivé en Guadeloupe, là où je suis actuellement, il y a 1 an et demi, j'ai failli ne pas monter dans l'avion. Ça s'est joué à quelques minutes près. En réalité, ça s'est joué à 10 minutes près, même à 5 minutes près en réalité. C'est-à-dire que bah, c'était dans les temps du Covid, il n'y avait pas encore le vaccin.
Mais il fallait quand même son test négatif. Je n'avais pas reçu mon test. J'étais dans l'aéroport, j'avais ma valise, j'étais devant le bagagiste et il fallait son test pour pouvoir mettre les bagages évidemment dans la soute, son test négatif. Je n'avais pas reçu le test et j'étais au téléphone en train de savoir quand est-ce qu'il allait arriver parce que mon vol était dans 15 minutes. J'ai reçu mon mail au dernier moment. Voilà, il y avait eu du retard et tout ça. Sinon, normalement, ça devait être bon, mais il y a eu du retard. Je l'ai reçu au dernier moment. Ils me l'ont envoyé. J'ai posé le téléphone devant le bagagiste. Le bagagiste, normalement, il était censé partir. Il est resté pour moi. Il a enregistré mes bagages. Et là, il m'a dit, bon, tu as 10 minutes pour traverser tout l'aéroport. Sinon, l'avion va partir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru comme un malade. Après, il y avait personne dans l'aéroport parce que c'était temps de Covid, donc il y avait vraiment personne. J'étais comme un ouf parce que j'étais persuadé que je n'allais pas partir, parce que voilà, j'étais dégoûté parce que je me suis dit putain, je reçois toujours pas le résultat. Voilà, j'étais allé manger avec ma mère 1 heure avant et tout, je recevais rien, donc j'y croyais plus au dernier moment, j'y croyais plus et finalement ça s'est produit et je suis arrivé. La file d'attente était sur la fin, la queue était, tout le monde était quasiment entré dans l'avion, j'étais sur la fin. Et voilà, je suis arrivé 5 minutes avant le début du vol. Tout le monde est rentré. 5 minutes après, l'avion était déjà en marche, en route sur le tarmac. Et j'étais dans l'avion. Et j'étais là. Pouah, je vais en Guadeloupe alors que je pensais que c'était mort ou que j'allais devoir annuler mon vol et le reprendre la semaine suivante. Et là, je suis là, dans l'avion, direction Guadeloupe. Et en plus, il y avait quasiment personne dans l'avion, du coup, j'ai pu m'asseoir. En fait, tu pouvais t'asseoir où tu voulais. Tu pouvais étendre tes jambes et dormir sur 3 sièges sans aucun problème. Et ça, c'était royal. Et c'était trop bien. Et waouh. En fait, ça m'a. De vivre ça, c'était tellement incroyable parce que. Ouais, ça n'a rien à voir avec le foot, mais de vivre ça, c'était incroyable parce que j'étais tellement persuadé que c'était foutu. Bah, que le fait que ça arrive au dernier moment, bah, ma joie était décuplée en fait. Et ça, c'était magnifique et je l'oublierai jamais rien que pour ça. Et j'ai pas regretté que ça se fasse comme ça, que ça se passe comme ça, vraiment. Vraiment pas. Et donc voilà, c'est souvent arrivé ce genre de truc dans ma vie. Et donc voilà, j'ai commencé à supporter Manchester City, que je supporte encore aujourd'hui, qui est une équipe mentalement très mature, de plus en plus, en tout cas beaucoup plus mature que la plupart des autres équipes, notamment leurs voisins, leurs rivaux, Manchester United, qui sont à la peine depuis 10 ans, justement depuis l'ascension de Manchester City. Manchester United qui ont énormément de trophées, etc., etc. Ils sont surnommés les Red Devils, les Diables Rouges. C'est, bon, spirituellement, ça fait penser un peu, voilà, ça a l'air pas très très cool. En plus, ils sont en rouge, City sont en bleu. Bon, ça fait un peu les gentils et les méchants, mais Manchester United a toujours été l'équipe phare de Manchester. Et Manchester City ont toujours été l'équipe la plus faible, hein, clairement. Et ça s'est inversé. Ça s'est inversé depuis 10 ans. Et j'en suis très content d'ailleurs. Et d'ailleurs, on a gagné. On a gagné. Bah, c'était hier. On a gagné hier contre eux 4-1. 4-1. Ah, ils prennent la tollée. On a gagné 2 fois. C'est la deuxième fois qu'on gagne contre eux cette saison. Enfin bon, bref. Et mentalement, les joueurs de Manchester United sont beaucoup plus immatures, un peu comme les joueurs du PSG, et ça se retrouve beaucoup dans leur jeu, en fait. Ils font beaucoup plus d'erreurs, ils ont beaucoup de mal à se coordonner, leur collectif est beaucoup moins huilé, alors que Manchester City, quand ils se font des passes, quand ils se font des combinaisons, ils arrivent beaucoup plus facilement à se trouver les joueurs. Pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique, une équipe qui est beaucoup plus soudée, beaucoup plus mature, forcément arrivera beaucoup mieux. Regardez le PSG pour exemple, si vous suivez le match contre le Real, si vous l'avez vu en Ligue des Champions. Clairement, c'est Mbappé qui a marqué le but à la dernière minute. J'ai regardé le match, c'était des deux côtés, c'était pas très incroyable. Bon, le PSG avait beaucoup plus le ballon, donc ils avaient beaucoup plus l'occasion de marquer, mais dans tous les cas, c'était quand même pas incroyable. Et bah, en fait,
c'est assez simple ce qui s'est passé, c'est que Mbappé, il a beaucoup de talent et il a marqué, il a dribblé 2 joueurs et il a marqué à la dernière seconde, en fait. Et voilà, le PSG a gagné le match grâce à ça. Mais le PSG a beaucoup de mal. Le PSG a perdu 1-0 contre Nice, je l'ai appris, tout à l'heure. Le PSG perd beaucoup trop de matchs. Ils ont, perdu le titre la saison dernière contre Lille. Lille, ok, c'est une bonne équipe, mais le PSG regarde la fortune dans leur effectif. Neymar, Messi, Mbappé. Messi n'était pas là l'année dernière, mais il y avait quand même Neymar, Mbappé. Et il y avait d'autres énormes joueurs qui coûtent des millions, des centaines de millions au total. L'effectif, c'est plus de 100 ou 200 millions. Mais Lille, il dépasse même pas les 100. Pourtant, ils ont gagné. Parce que le PSG n'a pas un bon collectif. Pourquoi? Parce qu'ils ont que des individualités. Ils sont un peu immatures aussi. Et alors déjà, le recrutement par le président, mais aussi par le directeur sportif, l'entraîneur, je ne sais pas s'il a son mot à dire, un peu j'imagine, mais pas trop. Ben, le recrutement est très mal fait. Pourquoi? Parce que le recrutement est très business. Rappelez-vous Pogba, plus de 100 millions d'euros à Manchester United. Cristiano Ronaldo, pareil, bon, il n'a pas été acheté cher, mais c'est des recrutements qui sont très médiatiques, business, genre le retour du prodige. Pogba, bah, il a été formé à Manchester United, donc c'était le retour du prodige. Bon, il a jamais été aussi fort qu'il aurait dû. Cristiano Ronaldo, il est en grosse peine. Messi, il est en grosse peine aussi. Faut savoir que Messi voulait même pas quitter le Barça, il est allé au PSG parce que c'était un peu son, bah, par dépit, c'était le meilleur club qu'il pouvait avoir s'il pouvait pas rester au Barça. Il voulait rester au Barça, il n'a pas pu à cause du Covid en plus et des mauvais choix. Donc tout ça, finalement, ben, cause ce que ça cause en fait. Manchester United est une équipe qui galère énormément, le PSG aussi, parce que leurs recrutements sont mauvais, tout simplement, parce que leurs recrutements sont business et sont basés sur des individualités. On veut ce joueur pour l'individu qu'il est, pas pour ce qu'il peut apporter à son collectif. Et vraiment, quand tu regardes les choix tactiques de recrutement, tu prends pas un Messi au PSG. Tu as déjà Neymar et Mbappé, tu prends pas Messi. Tu prends un milieu de terrain comme ils en ont besoin. Tu prends pas Messi. Après, ça se discute évidemment, je suis pas entraîneur professionnel, mais pour moi, clairement, voilà, il n'y a pas une volonté de forger un vrai collectif. Il y a une volonté très business derrière, très médiatique, très ouais, on veut vraiment que le PSG a une aura, a un effectif en or, mais ça sert à rien d'avoir un effectif en or avec les plus grands joueurs de la planète si les plus grands joueurs de la planète, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. En fait, parfois, il vaut mieux que les plus grands joueurs de la planète, ils soient divisés dans plein de clubs différents, parce que parfois, si tu les mets tous ensemble, ils n'arrivent pas à jouer ensemble, parce que peut-être qu'il y en a, ils se sentent plus à l'aise quand ils sont la star de l'équipe que quand ils sont mélangés avec d'autres stars aussi grandes qu'elles. Enfin, chaque joueur est différent. Messi, c'était un peu la star du Barça et ça le réussissait très bien. Aujourd'hui, au PSG, c'est plus du tout la star. Il y a Neymar et Mbappé aussi avec lui. Mbappé, en plus, c'est la plus grosse star, alors que c'est celui qui a été recruté pour le moins cher. Bon, c'est un peu le monde qui marche à l'envers, mais c'est pas grave. Bon, d'ailleurs, on pourra en parler parce qu'Mbappé, il a une très très bonne mentalité, je trouve, par rapport aux autres. Lui, il est très spirituel, en tout cas, il est très élevé au niveau de sa conscience, c'est plutôt ça que je voulais dire. Parce que voilà, dans sa façon de parler, il comprend beaucoup de choses. Beaucoup de personnes disent qu'il fait des choix avec sa tête, qu'il est très intelligent sur le terrain. C'est son niveau de conscience qui lui permet de faire ça. Moi, j'y arrive aussi, alors j'y arriverai pas sur un vrai match, un vrai terrain de foot, parce que je gère mal les énergies aux alentours autour de moi. Donc ça fait que j'ai du mal à jouer mon meilleur niveau, largement d'ailleurs. D'ailleurs, moi, quand je jouais au foot, je jouais sur l'aile. J'étais défenseur droit ou défenseur gauche. Parce que quand je suis sur les ailes, il n'y a personne sur ma gauche ou sur ma droite, si je joue à gauche ou à droite. Et du coup, je suis un peu un peu plus isolé. Alors que si j'étais au centre du terrain, j'aurais beaucoup plus de mal. Mais c'est en vérité en rapport avec les énergies que j'ai du mal à gérer autour de moi.
Bon, Mbappé, en tout cas, il a pas ce problème-là et il est vraiment, très fort parce qu'il est très vif d'esprit et ça, c'est un rapport avec le niveau de conscience. Si vous savez, quand on est élevé spirituellement, on a le cerveau qui fonctionne plus vite. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne avec l'énergie, hein. L'énergie, plus elle est élevée, plus elle est rapide, plus elle circule vite. Donc quand tu as des capacités cognitives très rapides, quand tu as la possibilité de réfléchir très vite et de prendre des décisions très rapidement, c'est aussi et surtout parce que tu as une énergie, une conscience élevée en fait. C'est ce qu'on appelle les génies en fait. Mais les génies, ce n'est ni plus ni moins que des personnes qui ont un niveau de conscience élevé et une énergie rapide. Et Mbappé, c'est son cas mentalement. Il prend des décisions très rapidement. Et en plus, il prend les bonnes décisions au bon moment et il a une très bonne intuition. C'est pour ça qu'il a réussi dans les dernières secondes, dernières minutes, à passer deux joueurs dans la surface alors qu'il était voilà, dans un coin. Voilà, c'était pas facile pour lui et il a marqué. Je suis pas sûr que Neymar, avec toutes ses qualités, il aurait réussi. Bien qu'il ait des qualités techniques, au niveau de ses qualités mentales et intuitives, il a des qualités intuitives, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient au niveau de Mbappé, parce que spirituellement, mentalement, pour moi, il est clairement en dessous. Clairement. Au niveau énergétique, il y a une grosse différence. Mbappé, il est beaucoup plus honnête, authentique, pour moi, beaucoup plus. Un peu comme Benzema d'ailleurs, et Benzema ça lui réussit très bien, il est beaucoup plus introverti je dirais, Benzema, mais ça lui réussit très très bien. Alors que Neymar, il joue un peu un rôle on va dire, il joue un peu un rôle. Bon Messi, il est un peu introverti aussi, il est plutôt authentique, de ce que je pense, même si Messi, il a beaucoup de talent et est très 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 bon dans le foot, mais à l'extérieur, socialement parlant, de ce que je ressens de lui, ouais, il reste quand même très introverti et c'est pas quelqu'un qui a forcément une très grande confiance en lui à l'extérieur. Bon, il est très aimé et très adoré par beaucoup de gens, donc forcément ça lui donne beaucoup plus confiance en lui, mais il est très bon dans le foot et parce qu'il adore ça et parce qu'il a, voilà, il a ses facilités, mais sinon, je suis pas sûr que dans un autre métier, il aurait été très très fort. Si on peut parler de métier quand on parle de footballeur pro, oui, c'est un peu un métier, mais alors on dit souvent que Messi c'est le talent et Cristiano Ronaldo c'est le travail. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a du travail dans les deux et il y a du talent dans les deux. Mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo a cet esprit beaucoup plus compétiteur, alors que Messi a un esprit beaucoup plus passion, je dirais. C'est ce qui fait, à mon avis, la différence entre les deux. Bon, les deux sont à la peine aujourd'hui, malheureusement, mais je pense que Messi, c'est plus un problème d'équipe, et Cristiano Ronaldo, bon, c'est peut-être un problème d'équipe aussi, d'ailleurs. Je sais pas trop. Et ce que je voulais vous parler, c'est effectivement de l'amour. C'est-à-dire que depuis les années, alors c'est pas 2000, depuis les années 2000, mais depuis les années à peu près 2010, référence à 2012, le changement planétaire de 2012, la fin de cycle, comme par hasard, depuis 2012, tous les clubs qui sont trop dans l'esprit compétitif avec un président qui veut recruter des joueurs pour de mauvaises raisons, eh bien ces clubs-là échouent. Et encore plus en 2020 depuis le Covid. La Juventus, le Barça, bon là ils se rattrapent un peu niveau recrutement cette année, enfin ce mercato, cet hiver, mais ils ont fait beaucoup de mauvais choix. Griezmann qui est reparti, Luis Suarez qu'ils ont fait partir. Ils ont fait énormément de mauvais choix de recrutement qu'ils ont dû payer cher parce qu'ils ont dû faire partir Messi parce qu'ils ne pouvaient plus payer son salaire à cause de Griezmann notamment, qui finalement est parti en fin de mercato. Hallucinant. Ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs avec Messi, hein, forcément. Bon, maintenant ils se rattrapent parce qu'ils ont d'autres bons joueurs, mais ils se rattrapent en Liga. Est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions avec Adama Traoré et Ferran Torres? Ferran Torres en plus qui rate beaucoup trop d'occasions. Bon, j'ai un gros doute là-dessus. Bon, la Juventus Turin, le FC Barcelone, le Real Madrid, bon, ils ont Benzema, mais si tu enlèves Benzema et Vinicius Junior qui est un peu meilleur maintenant, mais
tu enlèves les deux, ça va être plus compliqué. On le voit, on l'a vu contre le PSG, ils étaient un peu en galère. Mais même le Paris Saint-Germain, ils sont pas forcément très forts non plus. Manchester United, tout ça, tous les clubs que je viens de citer, ce sont des clubs qui ont dépensé énormément d'argent. Alors déjà depuis le Covid, alors qu'ils n'étaient pas censés en avoir beaucoup, mais même avant. Alors Manchester City en a dépensé beaucoup aussi, mais la différence c'est que Manchester City y arrive beaucoup mieux. Et Pep Guardiola, il l'a dit, il l'a vraiment dit. Il a entraîné le Bayern Munich, il a entraîné le FC Barcelone à l'époque de Messi, justement, Guardiola, l'entraîneur de City. Et il a dit, il a vraiment dit, que à Manchester City, c'était différent. Parce que quand il perdait, quand son équipe perdait, on ne lui mettait pas la pression. Au contraire, on essayait de trouver des solutions avec lui. Quand il disait on, il parlait bien du président du club et du propriétaire du club, le milliardaire. C'est Abu Dhabi, voilà, c'est l'Arabie Saoudite, je crois. Non, je sais plus. Bon, bref. Voilà, le PSG c'est les Qataris et Manchester City c'est Abu Dhabi, je sais plus. Bref, peu importe. Euh, et en fait, c'est vraiment cette différence-là qui joue énormément. Guardiola, il a dit que au Bayern, on lui mettait la pression s'il perdait, euh, à Barcelone aussi. À Manchester City, on lui faisait confiance. Et quand il perdait, on essayait de trouver des solutions avec lui. Et c'est là toute la différence en fait. Parce que on voit la mentalité, la différence de mentalité qui paye ensuite. Le recrutement de City n'a pas été fait pour le côté business et le côté médiatique. Ils ont certes recruté Jack Grealish à 100 millions d'euros cette saison, mais c'est pour ses qualités techniques, pas pour le côté médiatique, même si en Angleterre il a une très grande cote, parce il a brillé à Aston Villa et il a grandi là-bas. Aston Villa qui est un club de Londres, donc forcément un club très, très important pour les Anglais. Vous savez, les Anglais sont très très fans de foot, donc même dans la division 2 d'Angleterre, les matchs sont énormément regardés dans les stades, hein. Alors qu'en Ligue 2 de France, il n'y a personne dans les stades, hein. Personne. Mais en Angleterre, c'est très différent, hein. Les gens sont très foot là-bas. Mais voilà, mis hormis ce recrutement de Jack Grealish cette saison-là, la plupart des recrutements, ils ont vraiment été faits pour le collectif en fait. Vraiment former un collectif et Guardiola, il insiste beaucoup, il a insisté pour que ses joueurs mangent ensemble, pas séparés, machin, vraiment tous ensemble, tout le temps, pour vraiment être très souvent ensemble, etc. Ils ont des moments évidemment où ils n'ont pas le téléphone dans les vestiaires. Leur téléphone, ils le prennent une fois qu'ils sortent dans le vestiaire, une fois qu'ils sont tout seuls, etc. Voilà, toutes ces petites règles-là qui font que les joueurs se rapprochent instinctivement beaucoup plus facilement. Alors que dans d'autres clubs comme Manchester United, le PSG, qu'est-ce qu'ils font les joueurs de foot? Ils sont dans les vestiaires, ils sont déjà en train de mettre des photos, mettre des selfies, ils sont déjà sur les réseaux sociaux en fait. Alors que les joueurs de Manchester City, je les ai hein, sur Insta et bon, Twitter, j'y suis jamais, mais je les ai sur Insta et ils postent beaucoup plus rarement des choses d'eux. Donc ça joue énormément. Tu vois la différence de mentalité. Voilà, tu les vois dans les célébrations. Les célébrations de Manchester United sont un peu provocantes parfois, ou sont des trucs de... peuvent être un peu des trucs de gamin, je dirais un peu, tu vois. Malheureusement, c'est pas pour juger, c'est plus que c'est un peu des comportements un peu enfantins, des fois. Et ça joue beaucoup bah, sur leur niveau après, en fait, hein, forcément. Alors après, c'est pas parce qu'ils postent sur les réseaux sociaux régulièrement qu'ils ont des mauvais résultats. C'est plutôt le résultat de leur mentalité qui fait qu'ils jouent moins bien et qui fait qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Les deux sont très liés en fait, c'est leur mentalité en fait. Les joueurs de Manchester City ont vraiment une mentalité différente. Voilà, ils sont un peu plus sérieux et plus professionnels. Voilà, typiquement, les joueurs de Manchester United, voilà, ils faisaient des blagues, ils plaisantaient entre eux. Bref, il y avait des côtés un peu limite dans leur comportement. Vraiment, voilà, vous savez, dans le football,
Les footballeurs aujourd'hui deviennent très riches très facilement une fois qu'ils sont dans des grands clubs. Donc ils sont très jeunes et ils peuvent devenir très riches très vite. Et il y a la grande majorité, les trois quarts, je dirais, qui commencent à prendre un peu la grosse tête ou du moins à tomber dans cette facilité, dans le sens où quand tu es extrêmement bien payé et que tu as une place de titulaire, eh bien c'est... Disons que si tu joues mal, au moins bah, tu as une belle vie derrière et ça rattrape beaucoup le chose. Et en plus, bah, voilà, il faut aussi avoir un bon mode de vie. Voilà, après ça fait pas tout, mais c'est aussi la raison pour laquelle tu joues, hein. Il y a des joueurs, bah, le côté argent quand même compte beaucoup. Et dans les choix que tu vas faire après, c'est là où malheureusement c'est compliqué. Si tu décides d'aller dans un club pour le salaire que tu vas gagner, il y a beaucoup de joueurs qui font ça malheureusement, parce que leur agent, l'agent qui s'occupe de lui aussi, l'incite beaucoup à faire ça, ce qui est très mauvais. Il faut jamais choisir un club pour le salaire que tu vas gagner. Il faut jamais faire des choix d'argent, mais toujours des choix de cœur. Des choix de cœur, jamais des choix d'argent. Soit parce que tu veux aller dans un club, parce que tu as envie de jouer pour eux, mais il faut que ça soit vraiment fait avec le cœur. Si c'est pas fait avec le cœur et que c'est fait pour de mauvaises raisons, pour l'argent, pour le succès, etc., bon, après, voilà, parfois tu as envie de tenter aussi, c'est normal. Si tu es dans un petit club et que tu veux qu'il y ait un grand club qui t'appelle, forcément tu as envie de tenter l'expérience, même si tu n'y arrives pas et que tu finis par être transféré, bon, tu as envie de tenter l'expérience, ça peut se comprendre, mais si tu es un joueur extrêmement convoité et que tu as plein de grands clubs qui te contactent et tu as le choix et que tu choisis le choix du plus gros salaire, c'est un mauvais choix et tes performances sur le terrain risquent d'en être impactées. Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui peuvent s'adapter à n'importe quel club parce qu'ils jouent avec le cœur, peu importe où ils sont. Mais la grande majorité des joueurs qui font ce genre de choix, ils se retrouvent confrontés à leur ego parce qu'en fait, ils jouent pour de mauvaises raisons. On pense à Philippe Coutinho qui a cartonné à Liverpool, qui a décidé d'être transféré au Barça parce que le Barça c'est une grande équipe et machin. Il n'a jamais été bon au Barça et il a fini par être recruté par Aston Villa, qui est une très bonne équipe, hein, mais forcément pas du tout le même niveau. Il y a beaucoup de joueurs qui ont changé de club alors qu'ils auraient dû rester dans le club dans lequel ils étaient bons. Paul Pogba a été transféré à United alors qu'il était très très bon à la Juventus. Voilà, c'est des choix qu'ils peuvent faire pour des mauvaises raisons. Après, c'est leur choix, moi je critique pas, mais il faut vraiment faire attention quand tu fais des choix parce que ça impacte énormément la suite des événements en fait. C'est comme ce que j'ai fait, ben justement ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait un essai dans un restaurant, enfin une pizzeria, pour pouvoir faire du service, donc être un peu une sorte de serveur, quoi, faire le service. Et c'est pas du tout un métier qui me plaît, mais je me suis dit ça peut faire l'affaire à temps partiel, etc. J'ai voulu m'adapter et en fait c'était pas du tout fait pour moi. Je j'étais pas du tout à l'aise, j'étais pas bien du tout devant les clients, c'était affreux, j'étais pas bien. Bref, c'était pas du tout fait pour moi. Moi, je suis coach en développement personnel et spirituel. Voilà, je transmets, je parle en vidéo, j'ai de la connaissance à partager. Voilà, je forme les gens, j'accompagne les gens. Moi, c'est ça mon, mon métier. J'écris des romans, des livres. Moi, c'est ça mon truc. Faire des vidéos, ça, j'adore. Et j'ai aucune hésitation, aucun doute quand je fais ça. C'est très facile pour moi. C'est même pas, c'est presque pas du travail tellement j'adore et c'est facile. Alors que quand je fais ce que je dois faire là-bas, non seulement il y a un patron qui me dit ce que je dois faire et ça j'aime pas trop, c'est difficile pour moi, mais en plus bah, je me sens pas bien dans ce métier. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, il y a des moments où tu te dis dans ta tête, tu te dis ouais je peux m'adapter, ça va le faire. C'est qu'un métier comme les autres, ça va le faire. De toute façon c'est pas mon métier principal. Et pourtant, au moment où tu le fais, tu te sens pas bien du tout, tu te sens pas à l'aise parce que c'est pas chez toi en fait. C'est pas ton environnement, c'est pas ton truc, c'est pas, ça vibre pas avec ton âme en fait. Ton âme, elle veut pas faire servir les gens et leur servir le repas parce que ça vibre pas avec toi en fait. C'est tout en fait. C'est pas une question spécialement d'ego, même si j'ai l'impression que mon ego s'est réveillé à ce moment-là, mais c'est juste parce que bah, ton âme, elle n'est pas passionnée par prendre les commandes des clients et leur servir à manger. Si ton âme, elle n'est pas passionnée par ça, ben ne le fais pas. Il y a des gens,
Je dis pas que tous les gens qui font ce genre de métier, ils sont passionnés par ça, évidemment que non. Mais ça leur suffit. Moi, j'ai jamais réussi à m'adapter dans un métier qui me plaisait pas. Et la preuve, c'est qu'à chaque fois, j'ai été soit viré, soit licencié, soit prié gentiment de partir parce que j'étais mauvais et que je me déconcentrais, que j'étais fatigué, que j'étais gêné, timide. J'étais pas bien, j'étais mal à l'aise en fait parce que c'était pas du tout mon truc. Alors que quand je suis coach et quand je fais des trucs, non seulement j'ai un talent fou pour faire ça, vraiment sans mentir, hein, je me trouve à chaque fois des qualités exceptionnelles et je me dis waouh, j'arrive vraiment à faire des trucs assez fous. Je me découvre pendant des séances, des fois, vraiment des facultés exceptionnelles. Et en plus, j'adore ça et c'est fluide. Là, quand je parle en vidéo, c'est fluide. J'ai plein de trucs à dire. Des vidéos, je peux en faire, je sais pas, je peux en faire 150, 300 dans l'année. Tellement. Bon, je sais pas si je pourrais tenir cette cadence, mais vraiment, je pourrais en faire énormément parce que j'ai plein de trucs à dire et parce que j'adore ça. Alors que si tu me demandes d'aller travailler dans un resto et de servir des clients, ça peut paraître facile à faire, mais en fait, bah non, déjà, c'est pas facile à faire pour moi. Parce que ouais, c'est un métier qui fait pas de sens pour moi, donc c'est pas facile. Mais ouais, enfin voilà, ça correspond pas à tout le monde. Et quand tu fais des choix pour des mauvaises raisons, clairement, j'avais besoin d'argent, j'ai fait ce choix pour l'argent, pas du tout pour la passion. Ben voilà, ça a pas marché parce que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Voilà, j'avais besoin d'argent parce que je viens d'emménager, parce que je gagne pas encore ma vie dans mon activité. Mais voilà, va falloir que je persiste et que je sois encore patient parce que ben voilà, c'est comme ça et c'est pas grave. Et maintenant, je voulais vous parler du foot du futur. Alors, je vais faire pause pour aller boire un coup parce que ma gorge, elle commence à piquer un petit peu. Bon, je vais vous parler maintenant du foot du futur tel que je le vois. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Vous l'entendrez sur aucune vidéo. Je pense que dans tout YouTube, vous n'entendrez jamais ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est pas grave. Bah, c'est même très très bien. Ça sera du contenu totalement exclusif. Alors, le football du futur, tel que je le vois, c'est du football spectaculaire. C'est du football spirituel, je parle bien. Hein, je parle bien du football dans le futur, dans une dimension spirituelle, en partant du principe que la spiritualité sera beaucoup plus présente dans la société. C'est ce qui se passe dans mes sociétés du futur, dans mes histoires. Donc le futur aura une dimension beaucoup plus spectaculaire, euh, avec une influence, voilà, une influence sur le côté spectaculaire, des revenus notamment plus grands avec des côtés spectaculaires. Et donc, comme les joueurs seront très bons et très entraînés, il y aura beaucoup plus de machines, beaucoup plus de choses qui vont les aider. Euh, les joueurs vont s'entraîner à faire notamment des gestes acrobatiques, des gestes très difficiles à réaliser pour justement le côté spectaculaire et pour le côté un peu fun, challenge. Euh, Typiquement, bon, ça se fait déjà aujourd'hui dans le football, mais disons qu'aujourd'hui dans le foot, si tu peux marquer avec un geste simple, tu vas prioriser le geste simple parce que le but c'est de marquer un but et de gagner. Le but c'est pas de faire des gestes spectaculaires pour faire de gestes spectaculaires. Bon, certains joueurs le font quand même, même si c'est pas le bon choix, ensuite ils le regrettent. Mais voilà, dans le futur, les joueurs, même si le but ce sera de gagner, le but sera aussi de faire du spectacle. Et parfois le spectacle ne fait pas gagner, c'est pour ça qu'aussi il faut savoir faire des choix, mais quand tu joues avec le cœur, forcément tu as envie de bien jouer et de faire des beaux gestes, forcément, pour toi et pour le public. Donc voilà, il y aura beaucoup plus de joueurs acrobatiques qui vont faire beaucoup plus de gestes, donc il y aura, je pense, une forme de gymnastique inclus dans le football, avec des joueurs qui auront une plus grande détente, qui pourront beaucoup plus facilement sauter, se déplacer, faire des figures. Bon, quand je dis faire des figures, on va pas faire des pirouettes sur le terrain et machin. Je pense pas, faut pas déconner non plus. Mais bon, voilà, faut que je reprenne mes notes parce que du coup j'ai marqué des trucs beaucoup plus précis que ce que je suis en train de vous dire ici. En attendant, je vais vous parler des gardiens de foot parce que ça, je m'en rappelle. Hop, je vais poser mon assiette ici.
Alors, les gardiens de foot feront des entraînements où ils auront les yeux bandés. Donc, comme un peu comme vous savez, les moines Shaolin qui s'entraînent, ils ont les yeux bandés. Les gardiens de foot vont s'entraîner avec les yeux bandés pour devoir arrêter le ballon. Alors forcément au début ils vont galérer, ils vont même arrêter quasiment aucun ballon. Pourquoi les yeux bandés? En fait tout simplement parce que quand vous êtes aveugle, vos autres sens se développent. Et c'est ça le but, c'est de renforcer les autres sens. Parce que la vue, à une certaine vitesse, quand le ballon va à une certaine vitesse, c'est très difficile de voir où va atterrir le ballon, notamment quand la frappe elle est liftée avec le ballon qui fait des effets qui tournent, etc., avec des effets rétro ou des effets qui font que la trajectoire du ballon est difficile à anticiper. C'est très difficile donc pour le gardien de but d'arrêter une frappe dans ces cas-là. Et donc s'il ne peut pas trop utiliser sa vue, parce qu'il peut se faire avoir justement par une trajectoire flottante du ballon, eh bien, il peut utiliser ses autres sens, pas forcément l'ouïe, mais aussi le sixième sens, c'est-à-dire l'intuition. Et l'intuition se travaille notamment les yeux bandés. Alors l'ouïe aussi se travaille les yeux bandés, le fait d'entendre tout ça, mais bon, le ballon fait pas forcément beaucoup de bruit, mais c'est plus les bruits de l'air ou du vent, etc. Donc c'est quand même une très bonne chose parce que ça entraîne aussi à la réactivité sans les yeux, donc c'est bien. Mais c'est surtout pour le côté intuitif, évidemment. Parce que dans le foot aujourd'hui, le côté intuitif n'est pas forcément suffisamment utilisé par les gardiens de foot. Pas toujours. C'est très difficile pour un gardien d'utiliser son intuition parce que ça va tellement vite. Et surtout, la principale difficulté, c'est que le gardien de foot, il n'est pas constamment en train de faire des arrêts pendant tout le match. Il y a une grande période du match où le gardien est inactif, il ne fait rien à part attendre de voir si un joueur adverse va frapper. Donc, ce temps d'attente fait que tu peux te déconcentrer facilement. Et donc, forcément, tu es moins connecté à ton intuition. Quand tu es au cœur du jeu et que tu es constamment sur le terrain en train de jouer, tu peux rester connecté à ton intuition. Il n'y a pas ces temps d'attente qui te décrochent un peu de toi-même et de ta concentration. Donc les gardiens vont s'entraîner les yeux bandés pour pouvoir renforcer leur capacité intuitive, pour pouvoir arrêter le ballon et plonger dans une trajectoire, plonger sur un côté avant même que le ballon arrive en fait. Donc il pourra anticiper beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement la trajectoire du ballon en fait, intuitivement en fait. Alors je vous ai retrouvé mes petites notes. Alors, les footballeurs seront également acrobates pour certains, c'est ce que je vous ai dit. L'image d'un défenseur réalisant un grand écart pour chipper le ballon à un adversaire, ou encore un attaquant réalisant une pirouette pour dribbler son adversaire. Oui, ça a déjà été fait même, c'est extrêmement rare parce que c'est extrêmement difficile et risqué à faire sur un terrain de foot. L'entraîneur, je pense qu'il te gueule si tu fais un truc comme ça, parce que le but c'est de gagner, encore une fois, mais ça c'est l'esprit un peu trop compétitif qu'il y a. Faut pas oublier que le football est un jeu, hein. Aujourd'hui, le football a tellement pris une grande ampleur que c'est plus un jeu, c'est une compétition, il faut à tout prix gagner. Bon, ça reste un jeu et le but c'est de s'amuser aussi, il faut quand même pas déconner, mais il y a forcément un esprit de compétition, mais disons qu'il ne faut pas être trop rustre et vouloir absolument gagner. Vous savez, j'ai entendu des entraîneurs dire il n'y a pas longtemps, moi si une décision, par exemple, si l'arbitre il m'accorde un but, il accorde un but à notre équipe, alors que finalement c'était un but déloyal, genre tu as marqué avec la main, c'est interdit. Euh, J'oserais pas aller parler à l'arbitre pour lui dire non, non, vous devez nous refuser le but parce que là, en vrai, on a marqué avec la main et vous l'avez pas vu, mais nous on l'a vu, c'était flagrant. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui seraient prêts à faire ça. Même certains grands entraîneurs ont dit moi je ferai jamais ça. Et pourtant, un entraîneur d'un club plus petit, ils ont appelé l'arbitre, ils lui ont dit vous devez nous refuser le but parce que là, notre joueur il a fait main. Et c'est même les joueurs sont allés voir l'arbitre pour lui dire oui, effectivement, j'ai fait main, j'ai pas marqué un but valide, vous devez nous refuser le but. Et l'arbitre a enlevé le but. Ils ont revérifié les images évidemment et ils ont enlevé le but parce qu'ils l'avaient pas vu. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui l'auraient fait. Lui, il l'a fait parce qu'il avait un esprit moins de compétiteur, mais il était beaucoup plus honnête. Et c'est ça qui est important. Vous savez, dans la spiritualité, l'honnêteté, ça paye au niveau énergétique. Ça sera
peut-être pas celui qui va gagner le plus de matchs, mais c'est celui qui joue avec le cœur, pas avec la tête. Donc voilà, les joueurs pourront faire. Donc là, c'est un défenseur. Dans ma tête, c'était ça, un défenseur qui faisait un grand écart pour chipper le ballon. Euh, c'est assez recherché, hein, mais quand tu fais un grand écart, ben, c'est quoi un grand écart? Il faut beaucoup de souplesse, évidemment. Ouais. Un grand écart, ben, t'as les cuisses, les jambes et les cuisses qui sont à plat sur le sol. Qu'est-ce qui se passe quand t'as les cuisses et les jambes qui sont à plat sur le sol? Ben, tes jambes deviennent comme un râteau en fait. Et un râteau a une surface très très grande pour pouvoir chipper et bloquer le ballon, tu vois. Quand tu fais un tacle, c'est très risqué de faire un tacle et en plus on peut te faire faire un petit pont ou tu vois, alors que quand tu fais un, un grand écart, tu as une surface beaucoup plus longue, beaucoup plus allongée. Même les gardiens, s'ils apprenaient à faire des grands écarts, ils pourraient se baisser beaucoup plus rapidement. Alors après, pour pouvoir se relever, c'est beaucoup plus complexe, mais il y a des techniques. Mais encore une fois, les acrobaties vont aider à améliorer les déplacements des joueurs, des gardiens de foot, mais pas que, tous les joueurs. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se mettre à faire ça, ils vont se mettre à travailler leur souplesse et leurs acrobaties, peut-être pas tous les joueurs, mais certains, pour pouvoir réaliser certains gestes pour la beauté du geste, mais aussi parfois pour certains aspects techniques du jeu. Parce que, euh, alors aujourd'hui ça paraît impensable, mais dans le futur, quand à force de s'entraîner, parce que les entraînements, les machines d'entraînement, vous savez, tout ça, ça évolue, hein, le foot évolue et les entraînements évoluent. Et au bout d'un moment, les joueurs deviennent tellement forts qu'il faut trouver des nouvelles solutions, des nouvelles choses, des nouveaux aspects sur lesquels s'entraîner. Voilà, aujourd'hui, enfin depuis un moment d'ailleurs, l'alimentation et voilà, certains entraînements spécifiques sont très importants dans le foot. Et aujourd'hui, vous avez des outils statistiques pour voir, pour vraiment mesurer des stats précis, hyper précises de certains joueurs avec des milliers de statistiques. C'est très précis et ça permet vraiment d'améliorer les joueurs sur un certain point précis en particulier. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça et ça va évoluer de plus en plus et finalement, on va voir que certaines techniques, voilà, en rapport avec les acrobaties, la souplesse et tout ça, seront importantes pour le foot. Même si ça paraît difficile à croire aujourd'hui, je suis sûr que ça le sera demain. Euh, les joueurs de foot, de tennis, etc. seront beaucoup plus intuitifs et s'entraîneront les yeux bandés pour entraîner leur intuition et faire progresser leur plein potentiel. La cohérence énergétique sera mesurée dans chaque équipe. Et oui, parce que chaque équipe a un taux vibratoire, comme n'importe quelle entreprise, comme n'importe quelle personne, comme n'importe quel égrégore, parce que chaque équipe de foot, c'est autant un égrégore que n'importe quoi. Hein. Bien sûr, chaque équipe a ses supporters aussi. Les supporters du PSG sont très négatifs avec leur club. Et vous vous doutez bien qu'une mentalité négative des supporters de leur club va jouer énormément sur les résultats de leur club et la mentalité des joueurs, parce que forcément, les joueurs vont ressentir la négativité de leurs supporters et énergétiquement, sur le terrain, eh bien, ils seront pénalisés, en fait. C'est con, mais c'est vrai. Si les joueurs du PSG, enfin les supporters du PSG savaient ça, ils éviteraient de critiquer constamment leurs joueurs. Ils devraient plutôt les encourager parce que c'est comme ça qu'un joueur il arrive à être meilleur. C'est quand il se sent encouragé, quand il se sent soutenu, comme n'importe quel être humain d'ailleurs. Les transferts s'effectueront seulement si, pendant la visite médicale, le test de cohérence énergétique est bien validé. Et oui, parce que dans les visites médicales d'aujourd'hui, c'est que des tests sportifs, des tests de conditions physiques pour éviter voilà, des blessures, etc. Mais les tests énergétiques, ça n'existe pas. Pas encore, évidemment, c'est pas reconnu par la science, donc forcément par la médecine non plus. Mais quand ça sera reconnu, évidemment, ils font des tests énergétiques. Et il y aura même des tests de cohérence énergétique d'un effectif. Donc les 11 titulaires auront une certaine cohérence entre eux, les joueurs auront une certaine vibration entre eux. Si les joueurs ont une vibration trop éloignée, ils vont jamais les faire jouer ensemble. Évidemment. Quand on aura des outils pour mesurer ça, forcément, ça sera utilisé dans le football. Comme dans n'importe quel sport d'ailleurs. Sport co et individuel, c'est autre chose. Mais... Un célèbre gardien de but passera même plusieurs minutes autour de son but à réaliser des sortes de prières et d'incantations en visualisant une plaque de fer
qui bouche son but, ceci dans le but que les adversaires ne marquent pas. Il y a une histoire célèbre, c'est inspiré de ça, d'un joueur de foot, d'un gardien de foot, qui avait une sorte de rituel, c'est qu'en fait, alors je sais plus ce qu'il faisait exactement, mais je crois qu'il mettait son t-shirt préféré sur les buts, vous savez, accroché sur les filets, parce que apparemment ce t-shirt lui portait chance, et à chaque fois qu'il le mettait, il prenait moins de buts, il faisait des meilleurs arrêts. Tout ça, ça marche, hein. Ça paraît des petits gris-gris, des petits trucs, bien sûr que non, ça fonctionne. Chaque petite. Alors là, c'est un t-shirt, mais voilà, chaque gris-gris a son énergie. Et en plus, toi, tu as un rapport à ce que tu fais. Voilà, tu as un rapport à chaque objet. Et si cet objet-là, cet objet fétiche, par exemple, tes chaussures de foot fétiche, si tu les as au pied, tu joueras beaucoup mieux parce que voilà, c'est ton rapport à ces chaussures qui augmente l'énergie positive. Voilà de toi-même. Là, en l'occurrence, l'image que j'avais, c'était un gardien de foot qui faisait des exercices de visualisation, pardon, pour vraiment visualiser que une plaque de métal recouvre son but, pour visualiser qu'en fait, ses buts sont imprenables, en fait. Voilà, il pourra faire ça. Il pourra même essayer de toucher les poteaux. Bon, évidemment, les poteaux des cages de foot ne sont pas dans des matériaux très naturels, donc forcément, ça sera plus difficile au niveau énergétique pour se connecter aux cages. Mais imaginons que les cages étaient en matériaux naturels, tu pourrais te connecter aux cages de foot. Oui, tu peux faire ça comme avec n'importe quel truc naturel pour essayer de l'influencer positivement, pour lui dire, ok, je veux que tu m'aides, je veux que tu me donnes ton énergie, je veux qu'on partage notre énergie. Moi, je vais te protéger entre guillemets dans le sens où ben, je vais arrêter tous les ballons et toi, tu vas m'aider à ce que j'arrête plus facilement les ballons et voilà. Bien sûr que dans le futur, ça se fera, hein, c'est logique, hein. Les buts sont considérés que comme un accessoire. C'est un accessoire pour jouer ta partie de foot. Mais tu peux très bien imaginer que les buts sont comme une personne, un être. Et du coup, ben, tu peux discuter avec lui. Chaque objet a son énergie, donc finalement les buts c'est un peu comme une énergie. Et si tu discutes avec lui, bah, tu vas pouvoir rentrer en cohérence avec lui, t'associer avec lui, et donc forcément tu seras beaucoup plus à l'aise pour garder tes buts en fait et arrêter les ballons. Voilà, pour éviter que les joueurs marquent. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai mis, hein. Le gardien de but est fort. Il l'explique par le fait qu'il a un lien proche avec sa cage qui lui permet de réaliser cette performance. Beaucoup de joueurs adversaires ont aussi la mauvaise malédiction d'enchaîner les poteaux et les barres transversales. Et oui, c'est grâce à ces petits rituels et ces incantations. Et il y avait un truc, une histoire comme ça aussi, un Africain, un gardien de foot africain qui à chaque fois qui mettait son t-shirt sur le cage ou quelque chose comme ça, comme par hasard, les adversaires faisaient que des poteaux et des barres transversales, ils marquaient jamais, ils étaient à ça de marquer, mais ils marquaient jamais. Et on disait, ouais, il a fait une malédiction sur les buts, il a fait de la magie noire. Enfin bref, il y avait des histoires comme ça. C'est un peu marrant. Mais du coup, ouais, c'est tout à fait possible. Évidemment pas de la magie noire, mais des trucs positifs. C'est tout à fait possible de faire ça plus tard. Dans les nouveaux championnats de foot, l'argent n'existe plus et est remplacé par des points. Alors ça sera même dans les sociétés du futur, hein, c'est pas que dans le foot. Chaque équipe ne peut pas dépenser un nombre trop élevé de points pour respecter une sorte de fair play financier, comme il y a aujourd'hui. Les petites équipes deviennent de plus en plus rares et les grosses équipes de plus en plus nombreuses. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les grosses équipes sont un peu des monopoles, comme les grandes entreprises qui mangent un peu les petites. Bon, ils peuvent pas racheter les petites comme dans les entreprises, mais c'est très difficile, c'est quasiment impossible d'ailleurs pour un petit club aujourd'hui de devenir un gros club si tu n'es pas racheté, s'il n'y a pas des investisseurs qui investissent, qui injectent beaucoup d'argent. C'est quasiment impossible.
Manchester City, mon équipe, bah, voilà, ils ont dû faire ça. Sans ça, ce serait toujours un petit club aujourd'hui, malheureusement. Mais dans le futur, justement, ça sera plus la même chose. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les clubs, comme ils veulent rester les numéros 1, notamment pour l'aspect business, mais pour l'aspect voilà, médiatique, mais surtout pour l'aspect business quand même, ils veulent rester numéro 1. Ben, en fait, le but aussi, parfois, c'est de shipper les bons joueurs dans les grosses équipes pour qu'elles soient moins fortes et que ça les renforce. Donc, c'est pas des choix forcément stratégiques, collectifs, footballistiques, mais plus des choix, enfin, footballistiques. C'est plus pour pénaliser l'adversaire que pour se renforcer soi-même, en fait. Euh, et bon, c'est pas, voilà, c'est pas des choix de cœur, c'est des choix de compétition, d'ego, en fait, hein, clairement. Et dans le futur, quand les mentalités seront beaucoup plus élevées, euh, notamment le président fera les choses pour le jeu et pas pour le business. Bon, ça sera peut-être le siècle prochain parce que franchement, il faudrait vraiment qu'ils mettent leur ego de côté pour accepter de perdre et de gagner moins d'argent pour que les plus petites équipes deviennent des grosses équipes. Ça, franchement, il faudrait vraiment avoir une humilité et un ego. Mais bon, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier, le foot, c'est un jeu, hein, même si aujourd'hui c'est devenu très sérieux, mais c'est un jeu à la base. Évidemment, quand il y a des millions d'argent en jeu, le jeu, bah, il prend une toute autre ampleur, forcément. Euh, mais voilà, forcément, un championnat où les 20 équipes qui jouent sont que des grosses équipes, ou alors parmi les 20 équipes du championnat, tu en as 15 qui sont extrêmement fortes, forcément, ça donne beaucoup plus envie. Donc finalement, ça rapporterait peut-être même plus d'argent parce qu'il y aurait beaucoup plus de, d'audimat, il y aurait beaucoup plus de revenus TV en fait. Parce que beaucoup plus de gens regarderaient les matchs parce qu'il y a beaucoup plus de clubs forts dans un championnat. Mais aujourd'hui, non, on préfère rassembler tous les gros joueurs dans quelques clubs qui sont les monopoles, alors que finalement, ça profite peut-être au club, mais peut-être même pas au championnat et au foot en général, en fait, hein. Moi, je trouverais ça beaucoup plus important pour une équipe comme City. S'ils ont 15 grosses équipes dans leur championnat et qui en plus arrivent à être premiers à la fin, c'est une plus grande victoire que si tu as 5 grosses équipes et que tu es premier à la fin. Parce que c'est beaucoup plus facile de gagner quand tu n'as que 5 très fortes équipes que quand tu en as 10 ou 15, forcément. Donc plus c'est dur, plus la victoire à la fin est belle. Et voilà, c'est d'autant plus mieux, quoi. Mais ça, encore une fois, est-ce que tu privilégies l'aspect foot ou l'aspect beauté de la victoire et tout ça? Enfin, voilà, enfin, pas l'aspect foot, l'aspect business ou l'aspect beauté de la victoire, beauté du jeu. C'est ça, hein, tu vois, les choix du cœur ou les choix de l'ego et de la tête, hein, encore une fois. Des points de fidélité influencent les gros joueurs à rester dans leur club formateur. Jack Grealish, il n'est pas resté à Aston Villa. Pour le beau jeu, moi quand même, enfin pour la belle histoire plutôt, moi j'aime bien quand même que les joueurs, les bons joueurs qui deviennent forts dans leur club formateur, ils restent. Voilà, il y a des joueurs comme Antonio Di Natale, que j'aimais beaucoup, qui est resté à l'Udinese Calcio, qui a toujours été un petit club italien. Ils sont toujours en première division, hein, mais ils n'ont jamais été dans les premières places. Et il est resté toute sa carrière là-bas. Et je trouve ça magnifique. Totti aussi. Totti, sauf que Totti, il était à la Roma, et la Roma, c'est quand même un grand club. Bon, moins aujourd'hui, moins depuis 10-15 ans, mais ils ont quand même fait des très bons résultats. Voilà. Mais Totti, il aurait pu aller dans des gros clubs, hein. Il y a énormément de clubs qui le voulaient. Di Natale, c'est pareil, et il a décidé de rester. Et voilà, il y a plein de joueurs qui ont résisté aux tentations des énormes clubs. C'est devenu évidemment dans des légendes dans leur petit club, forcément. Euh, mais voilà, ils auraient pu, pour l'argent, pour le succès, ils auraient pu rejoindre des plus gros clubs, mais ils ne l'ont pas fait. Et je trouve ça bien, moi. Et voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais bon, les choix du cœur, c'est bien.
Et donc des points de fidélité influenceront les gros joueurs à rester dans leur club formateur. Alors je ne sais pas ce que ça leur apportera, si ça leur apportera une sorte de monnaie ou pas, mais en tout cas ils auront des points de fidélité s'ils restent longtemps dans leur club. La coupe intersexe, ça c'est un truc que j'aimerais trop voir dans le foot aujourd'hui. Voilà, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. La IS Cup, je l'ai appelée. La coupe intersexe, c'est quoi? Bah, évidemment, comme son nom l'indique, c'est une coupe entre les meilleurs joueurs du foot masculin et féminin, voire même des équipes avec des femmes et des hommes mélangés dans une équipe. Ça, je kifferais trop. Des équipes mixtes, en fait. Ça, je kifferais trop. Évidemment, les femmes aujourd'hui, leur foot, le football féminin, c'est beaucoup moins développé. On peut penser que les femmes, ça aussi, je vais en parler d'ailleurs, parce que c'est très intéressant. On peut penser que les femmes sont moins fortes au foot, c'est faux. Déjà parce que le football féminin se développe de plus en plus aujourd'hui, mais n'a pas les mêmes budgets que le football masculin. Le football masculin a tellement de droits TV, tellement d'argent qui tourne dans le football masculin que forcément les machines d'entraînement, tout est beaucoup plus sophistiqué. Le football féminin, il est en train d'être médiatisé, donc il est en train d'évoluer. Mais voilà, d'ailleurs, si tu veux investir de l'argent, investis dans des clubs de foot féminin, parce que les clubs de foot féminin aujourd'hui ne valent que dalle, et dans 30 ans, ça vaudra une fortune, parce que les femmes aussi vont devenir très médiatisées. Regarde les tennismen. Les tennismen, avant, ils étaient que médiatisés, maintenant, les tenniswomen sont hyper connus. Il y a énormément de tenniswomen qui sont très très connues aujourd'hui. Ça aurait jamais été le cas il y a 50 ans. Donc ça va changer pour le foot aussi, bien sûr. Euh, et oui, ce que je voulais dire par rapport, mince, j'ai plus trop de batterie, bon c'est pas grave, ça suffira. Ça fait 1 heure que je parle quand même, mais les femmes ont cet avantage-là d'avoir moins d'ego que les hommes de manière générale et d'être beaucoup plus collectives. Si vous étiez au collège comme moi, voilà, il y a une sorte de solidarité féminine. Quand j'étais au collège, quand une fille allait aux toilettes et qu'elle demandait à une amie de se faire accompagner, ou même à une autre fille, ils y allaient toujours à plusieurs, tu vois, pour se faire accompagner. Les hommes font pas ça. Les hommes ont pas. Les hommes aussi ont forcément une sorte de fratrie, fraternité, tout ça. Bien sûr, mais c'est différent. C'est différent. Après, évidemment, il y a des défauts de tous les côtés, mais les femmes ont cet avantage d'être beaucoup plus facilement connectées à leur cœur, à leurs intuitions. Elles fonctionnent beaucoup moins avec l'ego, moins avec la tête. Elles sont beaucoup plus connectées à leur corps de base parce qu'évidemment elles en ont besoin, elles ont leurs règles, voilà, elles ont beaucoup de choses qui se modifient dans leur corps à cause de leur biologie en fait, hein. Leur corps est fait pour j'allais dire produire un enfant, pour créer la vie. Donc forcément, elles ont besoin d'être connectées à leur corps. Les hommes le sont pas forcément autant. Les femmes sont beaucoup plus connectées à leurs émotions, leur intuition et leur sensibilité. Je l'apprends en tant que coach, hein, c'est dans l'énergie féminine, c'est ça, la sensibilité, l'intuition, les émotions. Et ça va faire qu'elles vont apporter quelque chose de nouveau dans le foot, une qualité intuitive, un peu comme à la Messi finalement, ça sera la qualité intuitive. Évidemment, il y aura des femmes qui seront très compétitives, très dans le travail, comme à la Cristiano Ronaldo finalement, mais il y aura aussi beaucoup de femmes qui auront ce jeu-là très intuitif, qui feront qu'elles seront vraiment excellentes. La seule chose qui peut pêcher aujourd'hui, de ce que je vois, j'ai pas beaucoup regardé le football féminin, mais c'est la puissance de frappe qui est parfois un peu molle, qu'on peut reprocher aux femmes aujourd'hui. Voilà, après, je m'y connais pas suffisamment en biologie. Est-ce que c'est le corps de la femme qui fait ça? Rien à voir avec le sexisme, hein, mais est-ce que c'est pas le corps de la femme qui fait que c'est moins facile pour avoir une plus grosse frappe? Je pense pas. Je pense que des femmes peuvent avoir une très grosse force de frappe aussi, mais peut-être qu'au niveau, je sais pas si c'est biologique ou si c'est vraiment une croyance, mais peut-être qu'elles ont moins de facultés à faire des frappes puissantes. Mais c'est pas forcément les frappes puissantes qui font les buts, hein. Dans le foot, une frappe bien placée est pratiquement impossible à arrêter pour un gardien. Donc voilà, moi franchement, voilà, ça m'intéresse énormément.
J'aimerais beaucoup que le football féminin se développe et qu'il devienne aussi grand que le football masculin. Alors aussi grand, je ne sais pas, parce que la plupart des gens qui regardent le foot aujourd'hui, ce sont des hommes, et peut-être que les hommes préfèrent voir des hommes jouer et pas des femmes. Peut-être que, voilà, comme dit Idriss Aberkan, ridicule, dangereux, évident. Pour l'instant, peut-être que c'est encore ridicule de voir des femmes jouer au foot et de voir des femmes faire la Ligue des Champions. Mais moi, c'est un truc qui me plairait beaucoup parce qu'elles ont moins d'ego, parce qu'elles sont beaucoup plus dans le collectif et parce que ça pourrait être très beau à voir. Voilà. Quand je dis très beau, c'est pas parce que c'est des femmes, c'est plus pour la beauté du jeu et le collectif qu'elles vont produire en fait. Voilà, donc une coupe intersexe entre les meilleurs clubs féminins et masculins, voire des équipes mixtes. Ça serait cool aussi. Voilà, tester hein, d'abord évidemment. Il faut tester, voir si ça matche bien, mais je suis sûr qu'on pourrait faire des très très beaux trucs comme ça. Ça pourrait être vraiment très cool, tu vois, pour le fun. Pour le fun, et puis ensuite, si ça marche bien, en compétition. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai marqué pour le foot, mais c'est déjà très intéressant. Ça fait un peu plus d'une heure que je parle, donc je vais m'arrêter là. En plus, j'ai ma pizza qui est cuite, donc je dois aller la manger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo qui mélange donc spiritualité et football, parce que ce sont deux choses qui sont importantes pour moi dans ma vie. Et bah, je trouve que personne n'en parle. Donc voilà, c'était histoire de vous faire un petit contenu exclusif. Voilà, des choses qu'on ne trouve pas beaucoup sur YouTube. Moi, j'ai vraiment à cœur d'innover dans ma manière de faire, dans les sujets que je parle en tant que coach, en tant qu'Axel Goninet aussi, mais voilà, dans les exercices que je fais, notamment dans les formations, les modules, dans mes approches. J'essaie toujours d'être innovant dans mes romans, dans mes livres. J'essaie toujours d'apporter de l'innovation parce que pour moi, c'est hyper important d'aller dans des chemins qui sont très peu empruntés. Et donc voilà, ce sujet-là me tenait à cœur. Voilà, je pense souvent quand je regarde le foot qu'il y a une dimension énergétique dans les déplacements des joueurs, dans les résultats, etc. Voilà, certaines équipes qui ont une meilleure mentalité, une meilleure énergie, ont beaucoup plus de chances sur les terrains. C'est pas toujours le cas, mais parfois j'ai l'impression que ça rentre beaucoup en compte. Donc bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire de plus en plus de vidéos ces prochains mois. Et puis voilà, si vous me suivez, ça me fera vraiment très plaisir. Voilà, j'ai envie que beaucoup de personnes me suivent parce que j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à apporter, que ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir des gens qui me suivent, mais aussi des commentaires et des likes si vous avez envie. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis salut, ciao.